Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue aux Nocturnes du Plan de Rome, bienvenue également à ceux qui nous suivent en direct sur Internet. Ce soir, comme nous le faisons régulièrement, la Nocturne va être présentée par un de nos doctorants, Gilles Marie. Alors avec Gilles, c'est une longue histoire de collaboration et d'amitié. Gilles a été un de mes étudiants de lettres classiques dans les années 90 du siècle dernier. À l'époque, nous avions déjà collaboré pour introduire l'informatique dans l'enseignement des lettres classiques. Nous avions également publié avec un collègue, Michel Zwengdo, une concordance informatique de l'œuvre d'Apulé. Et puis Gilles s'est orienté ensuite vers les concours d'enseignement. Il est aujourd'hui professeur agrégé au collège de Flamanville. Et en 2019, il s'est inscrit en thèse dans notre équipe avec pour sujet les aqueducs de la ville de Rome. C'est aujourd'hui un des grands spécialistes français de la question. Et ce soir, eh bien, il vous présente une partie de son travail. Merci beaucoup, Philippe. Merci aussi à Sophie et à toute l'équipe de m'avoir soutenu dans cette préparation. Et puis, merci à vous d'être venus ce soir m'écouter parler de plomberie, parce que finalement, c'est bien de ce dont il sera question. Donc, commençons à parler de plomberie. Donc, les aqueducs de Rome. Alors, une première chose, le terme aqueduc lui-même, qui vient de l'expression latine ducere aquam, conduire l'eau. Le latin connaît un autre mot, le mot aquaeductus, mais qui sert plutôt à désigner l'adduction d'eau elle-même que l'ouvrage en particulier. Pour l'ouvrage, les Romains préfèrent utiliser le mot aqua, c'est-à-dire l'eau. Donc c'est la même figure de style que l'on utilise quand on dit « je vais boire un verre », voire une bouteille si vous êtes moins sobre. Et là, c'est l'effet inversé, c'est-à-dire qu'on désigne le contenu plutôt que le contenant, ce qui montre bien tout l'intérêt que les Romains portent à l'eau que l'on amène dans les villes romaines. Donc, pour parler d'aqueduc, quelles sont les sources, sans jeu de mots? Les sources qui nous permettent de parler d'aqueduc, ce sont bien sûr d'abord les vestiges archéologiques. Donc des restes d'arcades, dans Rome on en a quelques-uns, nous les verrons tout à l'heure. Nous avons également des bornes qui marquent le passage des aqueducs. Vous en avez une ici, vous voyez qu'elle est consacrée à l'Aquam Traianam, un aqueduc construit par Trajan, et donc ces bornes ponctuaient le trajet de l'aqueduc, exactement comme on a des bornes miliaires qui marquent l'avancement des routes. Nous avons également des auteurs. Alors un auteur dont vous entendez souvent parler ici, c'est l'auteur Vitruve, un architecte romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc j'en parlerai, mais j'ai préféré mettre la couverture du livre de Frontin, beaucoup moins connu, qui a vécu au 1er siècle, qui a fait une brillante carrière politique et militaire, sous Vespasien notamment, et qui a été appelé par Nerva en 97 pour être curator aquarum, intendant des eaux. Et donc, dans cette fonction, il va remettre un peu de l'ordre dans la gestion de l'eau à Rome, et il va écrire cet ouvrage que l'on traduit par les aqueducs de la ville de Rome, même si le titre latin des aquaeductu est au singulier, ce qui me ferait dire qu'il vaudrait mieux traduire par l'adduction d'eau de la ville de Rome. Donc voilà, nous avons toutes ces sources qui vont nous permettre d'essayer de comprendre le fonctionnement des aqueducs et de les restituer. Donc, je me propose ce soir tout d'abord de vous parler des principes et des techniques qui permettent d'amener l'eau. Dans un second temps, je vous parlerai des aqueducs qui alimentent Rome. Ils étaient 11, j'insisterai sur certains en particulier qui sont particulièrement typiques. Et enfin, je vous emmènerai dans une visite virtuelle le long de l'Aqua Claudia, qui est un des aqueducs bien conservés, enfin, dont certaines portions sont bien conservées à Rome et que nous avons tenté de restituer pour vous, ainsi que les bâtiments qui lui sont attachés. Qu'est-ce qu'un aqueduc? Alors la question peut paraître un petit peu bizarre, mais quand je la pose à mes élèves, que je salue d'ailleurs au passage ce soir pour ceux qui nous regardent sur Internet, quand je leur pose la question « Comment voyez-vous un aqueduc ?» Eh bien très souvent, ils me représentent ce que vous avez sous les yeux, qui n'est absolument pas un aqueduc, mais un pont, le pont du Gard. Et l'aqueduc, le voilà. L'aqueduc, c'est uniquement le conduit qui, bien sûr, passe au sommet du pont. Si j'insiste pour commencer là-dessus, c'est que tout simplement, dans les aqueducs dont Frontin nous parle, et dont je vous ai mis quelques données sur le tableau au bas de la page, il nous donne donc les tracés totaux des aqueducs, et vous voyez que sur les quelques aqueducs que j'ai mis, le rapport entre la longueur totale de l'aqueduc et son parcours souterrain
nous montre que l'essentiel du parcours des aqueducs, c'est pratiquement 90% de parcours souterrain. Donc quand on se fait l'image d'un aqueduc passant sur un pont, ça n'est finalement que la partie bien sûr visible. Tout d'abord, construire un aqueduc, cela suppose d'identifier des sources. Donc, pour trouver ces sources, on faisait appel notamment à l'armée, et Frontin nous raconte notamment dans quelles circonstances ont été trouvées les sources d'un aqueduc qui s'appelle l'Aqua Virgo. Il nous dit « Virgo, appellata est, quod quaerentibus aquam militibus, puella virguncula, venas quasdam monstravit, quas secuti qui foderant ingentem aquae modum vocaverunt ». Ce que l'on peut traduire par « Elle fut appelée l'aqueduc elle », vous voyez, c'est l'eau en fait, fut appelée Virgo parce qu'une jeune vierge montra à des soldats qui cherchaient de l'eau certaines sources, qu'ils nommèrent ainsi après les avoir suivies et découverts en creusant une grande quantité d'eau. Donc on nomme l'aqueduc selon certaines circonstances, et on verra plus tard qu'on peut aussi nommer l'aqueduc d'après ceux qui les ont fait construire. Donc on trouve des sources, et ces sources, ça peut être aussi bien une rivière, à laquelle on va capter directement de l'eau, que des résurgences, des sources qui jaillissent du sol et qu'il va falloir canaliser et, bien sûr, décanter. Ça va être d'ailleurs l'objet de la suite de mon exposé, collecter et décanter de l'eau. Frontin et Vitruve nous donnent quelques exemples de cela, en parlant du nouvel agneau qui est capté à la rivière, qui laisse s'écouler un flot boueux et agité. Aussi a-t-on intercalé en tête de conduit entre la rivière et le canal un bassin d'épuration, ce que les Romains appellent piscina limaria, où l'eau décante et se clarifie. Donc sitôt l'eau captée, on la laisse se décanter pour que les impuretés se déposent au fond et que l'eau qui part dans le canal, bien sûr à un niveau supérieur, puisse être déjà d'une certaine propreté. Vitruve insiste également là-dessus lorsqu'il dit « Si l'on construit des citernes doubles ou triples, ainsi par filtration successive, elles permettront à l'eau de se décanter et la rendront bien plus saine, salubriorem, et meilleure au goût bien sûr, suavirem. Comme le limon trouve où se déposer, l'eau s'éclaircit, elle devient limpidior, et conserve sa saveur sans mauvaise odeur. Alors cette notion de clarté de l'eau et de saveur est très importante. Les Romains ont classé leurs aqueducs en fonction de la qualité de leur eau, et on n'alimentait pas, par exemple, les fontaines publiques en eau de boisson avec les mêmes aqueducs que ceux qui ne servaient, par exemple, qu'à arroser des jardins. Donc il y avait une classification, une hiérarchie des eaux. Une fois cette eau décantée, il va falloir la canaliser. Alors, plusieurs manières de canaliser de l'eau, comme nous le raconte Vitruve. Quant aux conduits, il en existe de 3 sortes. En canaux, par des conduites maçonnées, ce sera ce que je vais vous montrer tout à l'heure, ou en tuyaux de plomb, fistulis plumbeis, ou encore en tubes de terre, tubulus. Donc les conduites, généralement, peuvent être soit maçonnées, soit en plomb, soit en terre. Bien sûr, chacune a ses avantages et ses inconvénients. L'inconvénient du plomb, par exemple, c'est le goût qu'il donne à l'eau. En revanche, il est très malléable et très résistant à la pression. En revanche, les tuyaux de terre ne donnent pas de goût, mais ils sont moins résistants, donc on va souvent les enfermer en les noyant dans de la maçonnerie. Bien sûr, on peut aussi, et c'est le plus fréquemment utilisé, construire un canal maçonné en briques. Donc ce canal va reposer sur une semelle. Sur cette semelle, on va faire passer ce qu'on appelle le radier, c'est-à-dire le sol du canal qui va suivre une pente régulière. Sur ce radier, on va construire 2 murs que l'on appelle les pieds droits, qui mesurent en moyenne, le canal en hauteur en moyenne fait 2 mètres de haut pour 1 mètre de largeur. Et puis bien sûr, on couvre le tout avec une voûte. Mais ça ne suffit pas, on va recouvrir l'intérieur de ce canal d'un revêtement hydraulique. En italien, on l'appelle cociopesto, en latin opus signinum. C'est un enduit fabriqué à partir de tuileaux finement broyés, dans lesquels on va mélanger de la pouzzolane, et la réaction chimique permet d'avoir un enduit parfaitement étanche. Alors, je vous ai mis une photo de l'arrivée d'un double aqueduc à Rome, l'Aqua Claudia et l'Agno Novus, qui arrivent sur des canaux superposés. On n'en voit que l'extérieur, je vous en montrerai l'intérieur tout à l'heure. Et puis, il existe une autre sorte de canaux dont ne parle pas Vitruve, ce sont des conduites en pierre, taillées dans la pierre, c'est ce que vous voyez sur la droite de la diapositive, des lapides per terreprati, comme ce siphon de Patara en Turquie, donc, qui permet également une bonne résistance à la pression, et qui suppose une bonne étanchéité avec l'enduit dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on va conduire cette eau dans un canal, et pour cela il faut bien sûr tracer l'aqueduc à l'avance.
Donc Vitruve nous dit que le premier moyen de conduire les eaux, c'est la mesure du niveau, per libratio. On va mesurer ces niveaux avec une dioptre ou un chorobate. Ce sont les deux instruments que je vous ai mis à l'écran. Pour les deux, le principe est le même. L'idée, c'est de prendre une visée et surtout de vérifier que l'on est bien à l'horizontale en fonction de la pente que l'on voudra donner. Donc pour cela, chacun de ces instruments comporte un niveau d'eau, une petite rainure que l'on remplit d'eau. Donc forcément, ça vous fait un niveau naturel. On utilise également des fils à plomb, niveau à plomb, perpendiculum, qui nous permettent, encore une fois, de mesurer, de vérifier l'angle que l'on va obtenir. Et ensuite, on va pouvoir tracer la visée que l'on souhaite. Donc voilà, là, on détermine la visée du canal, le conduit au niveau du sol, et puis ensuite, on fera appel aux ouvrages nécessaires. Par rapport à la pente des aqueducs, puisque bien sûr, tous les aqueducs s'écoulent avec la gravité naturelle, eh bien, on constate que la pente des aqueducs est assez régulière, et on a des valeurs extrêmes que vous pouvez constater, encore une fois, sur le tableau que je vous ai mis l'altitude des sources, pour les aqueducs de Rome, leur altitude d'arrivée à Rome, la longueur totale, et ça nous permet, dans la dernière ligne, de déterminer le gradient, la pente. Et on s'aperçoit qu'on a des valeurs extrêmes, par exemple pour l'Aqua Iulia, 1,24. En revanche, pour l'Aqua Virgo, 0,02, ce qui veut dire 2 cm pour 100 mètres. 0,02. C'est extrêmement faible. Et on s'aperçoit qu'entre les textes de Vitruve du 1er siècle avant Jésus-Christ et Pline l'Ancien, qui parle des aqueducs un siècle plus tard, eh bien, ce gradient a une pente beaucoup plus faible, c'est-à-dire qu'au contact des ingénieurs alexandrins, les Romains ont affiné leur technique. Alors, cette pente régulière va quand même nécessiter de la dépressurisation, puisque le courant crée une pression inertielle, et pour cela, comme nous le raconte Frontin, la force de l'eau, plus violente, car captée à une rivière large et rapide, augmente le débit par sa vitesse même. Un débit trop important va user prématurément l'aqueduc et peut provoquer des risques d'éclatement. D'où, sur le schéma que je vous montre, l'astuce utilisée par les Romains qui veut que le conduit ne soit pas en pente régulière et infinie, mais au contraire ponctué de chutes très régulières. En plus, ces chutes permettent d'avoir des puits d'accès à la surface et d'entretenir le canal quand il passe sous la surface de la Terre. Cet entretien était vraiment très important parce qu'en plus, auprès de Rome, les sources qui alimentent Rome sont très calcaires. Donc on a des dépôts très importants qui peuvent bloquer jusqu'à 80% du débit de l'eau sur un temps relativement court, comme un siècle. Donc ça suppose un entretien très fréquent. Deuxième problème, si sur votre parcours vous rencontrez un relief, une montagne. Alors, bien sûr, les Romains étaient des experts en matière de mines et ils utilisaient les mêmes techniques pour aller chercher du minerai que celles pour creuser un canal pour faire passer l'aqueduc en souterrain. Donc, on va prendre une visée en surface avec des tubes de visée et sous ces tubes de visée, on va creuser des puits desquels on va faire pendre des fils à plomb et reproduire la ligne de visée en souterrain. L'avantage de cette technique, c'est de pouvoir construire un aqueduc, un tunnel souterrain, dans des délais très courts. S'il fallait partir d'un bout à l'autre sur une distance d'1 ou 2 kilomètres, ça rend bien sûr les travaux très longs. Avec ce système-là, on divise d'autant le temps de réalisation de l'aqueduc et également on minimise les risques de ne pas se croiser. Parce qu'en dépit de cette technique, il pouvait y avoir des petits ratés. On le voit d'ailleurs près du pont du Gard, où les mineurs qui creusaient chacun d'un côté ont failli se louper. Ils ont dû entendre les pics de l'équipe adverse qui passaient un peu sur le côté, et donc ils ont creusé pour retrouver le bon alignement. Une fois, bien sûr, que l'on a creusé au centre, eh bien, le canal est réalisé dans sa totalité. Et avec cette technique-là, on arrive ainsi à faire de grandes distances en souterrain. Et encore une fois, je vous le disais, la hauteur du canal souterrain correspond finalement à la hauteur d'un homme, non seulement pour le creusement, mais également pour l'entretien qui viendra par la suite. Bien sûr, quand on rencontre une vallée, le pont, le fameux pont aqueduc, tel que le pont du Gard, vous avez une reconstitution à gauche de Jean-Claude Golvin qui nous montre de quelle manière on montait des arcades avec ses coffrages en bois et le système de voûte qui était parfaitement maîtrisé par les Romains. Et l'image que j'ai prise à droite confirme, une fois l'ouvrage réalisé, l'efficacité de la technique. Donc je ne vais pas m'attarder sur cette technique-là. Ce qui est plus intéressant, c'est en revanche quand on rencontre une vallée. Donc pour cela, Vitruve nous dit, si l'on rencontre une vallée continue, on fera passer le conduit par la pente. Une fois arrivé au fond, on le surélèvera un peu en maintenant le plus possible le niveau. C'est ce que l'on appelle un ventre.
Puis, une fois le versant opposé atteint, on redressera peu à peu le tuyau dès l'extrémité du ventre et on le fera monter tout en haut de la pente. Alors l'avantage de ce système-là, c'est d'éviter d'abord d'avoir une flèche trop importante, c'est-à-dire une trop grande hauteur entre le niveau où arrive l'aqueduc et le fond de la vallée. Et pourquoi est-ce que l'on essaie de limiter? Tout simplement, encore une fois, pour des problèmes de pression et d'éclatement de tuyaux. Lorsque l'on fait un ventre, on a finalement des angles beaucoup plus doux pour le passage du tuyau. Donc voilà, on part d'un réservoir de chasse, puis on fait descendre par des tuyaux sur ce qu'on appelle un rampant, puis sur le pont aqueduc, le ventre, et on fait remonter jusqu'à un réservoir de fuite qui est à un niveau très légèrement inférieur au réservoir de chasse. Et cette différence entre les deux niveaux, c'est ce que l'on appelle la perte de charge. Voilà. Donc finalement, on se trouve avec un système de siphon inversé qui fonctionne totalement par gravité et qui permet de n'avoir qu'une très petite perte sur le versant opposé. L'eau, désormais, va arriver à la ville. Il va falloir la distribuer. Alors, quand on parle de distribution d'eau, à Rome, les 11 aqueducs qui alimentaient la ville, sous l'Empire, ils permettent d'acheminer 1 milliard de litres d'eau par jour. Ça donne un peu une idée des quantités. Et quand on connaît la population romaine qui, bon, les archéologues ne sont pas tous d'accord, mais on l'estime environ à 1 million à cette époque-là, ça veut dire que chaque personne dispose de 1000 litres d'eau par jour. Alors bien sûr, c'est une eau courante, une eau qui s'écoule des fontaines, qui vient arroser les rues et qui contribue à l'assainissement de l'air et du sol, mais ça fait des quantités vraiment très importantes. Donc l'eau arrive dans des châteaux d'eau. J'utilise volontairement le terme, puisqu'en latin, c'est le mot castellum, qui désigne bien un château. Ce castellum, Vitruve nous donne des préconisations. Il nous dit que là où l'eau atteindra les murailles de la ville, on construira un château, castellum, et relié à celui-ci un triple réservoir, immissarium, pour la recueillir. On placera dans ce château 3 tuyaux proportionnellement répartis entre les receveurs, receptacula, reliés entre eux de sorte que l'eau, lorsqu'elle débordera des receveurs latéraux, se déversera dans celui du centre. Alors pourquoi cette disposition? Vous allez vite le comprendre. J'agrandis un petit peu le schéma. Donc l'eau arrive de l'aqueduc dans un premier bassin. Elle est filtrée par un premier système de grille. Et ensuite, vous voyez qu'il va y avoir 3 receveurs, effectivement, qui vont être à des hauteurs différentes. Vous voyez au centre des planches, le receveur central possède la planche la plus basse, ce qui fait qu'il va être desservi en premier. Et l'eau va s'écouler et aller alimenter le tuyau du centre qui va arriver dans les fontaines publiques. Elles seront donc privilégiées. En cas de manque d'eau, ces fontaines seront, du fait du niveau plus bas de la planche, alimentées en premier. En deuxième, une planche légèrement plus haute va permettre d'alimenter un second tuyau qui, lui, se dirige plutôt vers les thermes. Donc, système de bas. Et enfin, la planche la plus haute, qui sera alimentée en dernier si l'eau venait à manquer, ce sera celle qui alimente les demeures privées, les concessions privées. Donc il y a réellement une hiérarchisation de la répartition, de la distribution de l'eau à Rome. Alors, les aqueducs qui alimentent Rome. Je vous ai mis une carte de l'ensemble de la région du Latium qui nous intéresse. Une zone qui est privilégiée, c'est la rivière Agno. Vous voyez que tout autour, un certain nombre des tracés d'aqueducs y prennent leur source. C'est une rivière très calcaire, mais en revanche, elle a un débit relativement stable et surtout important. C'est d'ailleurs un affluent du Tibre. Vous voyez que le Tibre coule pratiquement du nord au sud vers Rome. Une deuxième région dans le Latium qui va permettre d'alimenter Rome, c'est la région des lacs. Vous voyez que 2 aqueducs notamment en partent et ils ont des débits relativement importants également. Donc voilà, les 11 aqueducs de Rome trouvent leur source dans ces 2 zones. Alors je vais vous présenter quelques-uns des aqueducs, pas tous. Vous voyez qu'à Rome, il y avait 11 aqueducs. Alors je sais bien qu'il n'y a que le numéro 10, mais si vous regardez en 8, il y en a 2 qui sont associés puisqu'ils font partie d'un même projet, mais les tuyaux sont superposés, je vous les ai montrés tout à l'heure. Donc voilà une carte de Rome. Vous constatez que beaucoup des aqueducs arrivent par l'est de Rome, dans cette zone-là, et vont ensuite se distribuer par toute la ville. L'aqueduc qui vient du nord et 2 autres qui viennent de l'ouest n'auront pas forcément les mêmes sources. Les numéros sur mon schéma correspondent aux différents aqueducs, vous l'avez compris, mais je vais quand même vous expliquer la légende que j'ai utilisée. Les tracés d'aqueducs, lorsqu'ils sont aériens, sur arcade, j'ai fait un trait continu. Il est rouge si le tracé est attesté, il est en orange si on ne sait pas exactement où il se situait parce que les arcades ont été détruites. Si le tracé passe en souterrain, j'ai fait un pointillé.
Même chose, rouge ou orange. Et de la même façon, les réservoirs, les citernes sont pour certaines attestées, castellum, sous la forme d'un astérisque rouge, ou orange, si on le suppose. Et vous verrez sur les images suivantes que j'ai utilisé différentes nuances de jaune pour montrer les zones desservies par chacun de ces aqueducs. Donc je vais insister sur 5 aqueducs particulièrement caractéristiques de Rome. À tout seigneur, tout honneur, l'Aqua Appia. C'est le premier qui a été réalisé, on est en 312 avant Jésus-Christ, et le Appius Claudius Caecus qui le réalise, vous en avez peut-être déjà entendu parler, puisque c'est celui qui a réalisé déjà la Via Appia. Alors c'était un petit malin parce qu'il avait un collègue, comme vous le voyez, ils étaient 2 à être nommés pour faire les travaux, mais lui, il a réussi à faire prolonger un petit peu sa fonction, de telle sorte que quand l'aqueduc a été mis en fonctionnement, c'est son nom qu'on a attribué à l'aqueduc. Donc là, la Via Appia, elle arrive je commence par l'endroit d'où arrive l'eau, donc bien sûr par l'est, elle arrive en souterrain, et elle va desservir une zone qui était desservie justement par la nouvelle Via Appia, que venait de faire construire le censeur, et qui alimente la zone qui s'appelle le Forum Boarium, le Forum Auditorium, qui sont donc des zones de marché. On est dans des secteurs bas de Rome. Vous voyez que les collines en vert ne sont pas desservies par cette Aqua Appia. Elle va être renforcée un petit peu plus tard, d'où ma seconde flèche. Elle va permettre d'alimenter la région 12 et la région 2, toujours dans des zones basses. Et puis, par une déviation plus tardive, elle va traverser le Tibre jusqu'au Trastevere, qui est à cette époque-là une région très peu construite, mais dans laquelle on va trouver des activités industrielles, des moulins par exemple. Autre aqueduc, l'Aqua Virgo. Elle est particulière, cette Aqua Virgo. Vous voyez que j'ai fait un bond de 300 ans. Nous sommes en 19 avant Jésus-Christ, sous l'empereur Auguste, et c'est Agrippa, un des amis d'Auguste, qui fait construire à ses propres frais. Voilà, il décide d'offrir à Rome des thermes et il les fait alimenter par l'Aqua Virgo, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors pour ceux qui sont allés à Rome, cette Aqua Virgo, vous la voyez encore couler, c'est celle qui alimente la fontaine de Trévis. Encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Et donc son Aqua Virgo, eh bien, il l'a fait arriver par le champ de Mars et elle va permettre de desservir depuis le nord vers le sud, tout d'abord les thermes d'Agrippa, puis juste à côté l'étang d'Agrippa, le Stagnum, et enfin il fait construire un canal qui va se déverser dans le Tibre. Et donc tous ces bâtiments sont desservis par l'Aqua Virgo. Et puis, il l'a fait prolonger par le pont d'Agrippa et va desservir lui aussi le Trastevere et aussi sa villa qui est située sur les bords du Tibre. Un peu plus tard, d'ailleurs, quand le pont sera détruit, on fera de nouveau passer l'Aqua Virgo sur un pont voisin, comme vous le voyez sur l'image. Alors, l'aqueduc qui va le plus nous intéresser, le double aqueduc, c'est celui que je vous emmènerai visiter juste après, c'est l'Aqua Claudia et l'Agno Novus. C'est donc un double aqueduc qui va renforcer énormément le débit total de Rome. À eux tout seuls, ces 2 aqueducs apportent 20% de l'alimentation totale. Ils arrivent, encore une fois, par l'est de Rome et se déversent dans le réservoir que vous voyez ici. Et ensuite, en tuyaux souterrains, ça je n'ai pas réalisé bien sûr tous les petits tuyaux en plomb qui vont de manière capillaire arroser tout Rome. Je n'ai représenté que les grandes zones d'accès. Ensuite, il va connaître très rapidement une dérivation sous Néron, qu'on appelle Arcus Neroniani, qui passe par le Cælius, qui l'alimente, et qui se prolonge jusqu'au Palatin. Donc le Palatin il était déjà alimenté avant par d'autres aqueducs dont je ne vous ai pas parlé, mais là, il se trouve avec une alimentation de très haut niveau, puisque là, on est de l'ordre de 62 mètres de hauteur pour l'aqueduc sur le Palatin. Donc la colline est totalement desservie. De cette colline, une branche, dont on ne connaît pas le tracé, a servi à desservir encore une fois le Trastevere. Mais à cette époque-là, le Trastevere connaît un énorme accroissement de population et donc des besoins en conséquence. On sait aussi qu'une branche spécifique partait pour alimenter la Metasoudans, qui est une fontaine en forme de tronc de cône, qui était juste à côté du Colisée. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une trace au sol, mais c'était une fontaine monumentale qui était alimentée probablement aussi par cet aqueduc. Et puis, une branche tardive va traverser jusqu'au Palatin pour alimenter cette colline qui elle-même connaît un essor de population. Donc, vous voyez que la hauteur de ces 2 aqueducs, qui sont parmi les plus hauts à l'arrivée sur Rome, va permettre d'alimenter non seulement les zones dont je viens de parler, mais, encore une fois, par capillarité, l'ensemble de la ville de Rome. Un autre aqueduc intéressant, c'est l'Aqua Traiana. Je vous ai montré une borne tout à l'heure. Alors elle, à la différence des autres, elle arrive par l'ouest et elle va desservir les hauteurs du Janicule et puis bien sûr le bas du Janicule, notamment les moulins dont je vous parlais tout à l'heure.
Cette Aqua Traiana, on pense qu'elle alimentait également la naumachie de Trajan. Alors le naumachie, c'est un bâtiment dans lequel on reconstituait des batailles navales, grandeur nature. Et on sait qu'il y en a eu plusieurs de réalisées dans Rome, dont celle de Trajan. Alors on ne nous dit pas expressément dans les textes qu'elle a été alimentée, mais il se trouve qu'elle a été inaugurée, comme par hasard, 2 ans après l'inauguration de l'aqueduc. Donc il y a de fortes chances qu'elle ait servi, que l'aqueduc ait également servi à ça. Et puis comme cet aqueduc arrive très haut sur Rome, vous voyez 74 mètres d'altitude, on sait qu'une branche traversait le Tibre par l'Emporium, la zone des entrepôts, se prolongeait dans la zone de la porte Capenne, que je vous entoure, et continuait son trajet en remontant jusqu'au mont Oppius, dans une citerne qui s'appelle les 7 salles, pour desservir les thermes de Trajan. Et vu la hauteur de cet aqueduc, et on a aussi des textes qui nous disent que à une époque, le nombre de fontaines publiques à Rome a plus que doublé. Or, entre l'époque précédente et le doublement des fontaines, il n'y a eu que 2 aqueducs de créés, un qui n'alimentait que des thermes, on le sait à travers les textes, et l'Aqua Traiana. Donc, forcément, c'est l'Aqua Traiana qui a permis de faire doubler le nombre de fontaines publiques. Donc, il avait effectivement un débit très important, vous le voyez, à lui tout seul, 113 000 mètres cubes apportés. Donc, il desservait au moins toute la zone sud de Rome, mais probablement même de manière encore plus large que ça. Je vais donc maintenant vous emmener en visite virtuelle dans Rome. Alors, j'ai zoomé sur la zone qui va nous intéresser. L'aqueduc de l'Aqua Claudia arrive donc le long de la muraille d'Aurélien, totalement à l'est, puis se présente et passe sous la porte majeure, un ouvrage qui est bien connu aussi aujourd'hui à Rome, puisqu'il est parfaitement conservé, pour aller se déverser dans des citernes que je ne vous emmènerai pas visiter, mais je vous signale où elles se situent. Et puis c'est surtout la branche néronienne qui va nous intéresser, ce qu'on appelle les Arcus Neroniani, les arcs de Néron, qui traversent le Cælius, qui s'arrêtent temporairement devant le temple de Claude, en numéro 5, où il y a des réservoirs que je vais vous emmener visiter. Et puis, de l'autre côté du temple de Claude, pardon, les réservoirs, les voilà. Le numéro 5, c'était l'arc de la Bella. Je vais vous emmener visiter ça tout de suite. Donc, une fois qu'il est passé en souterrain sous le temple de Claude, il passe de nouveau en arcade pour traverser la vallée San Gregorio. Et une des parties de cette branche va venir desservir le Septisodium par lequel nous terminerons notre visite, qui est une fontaine monumentale que je vais donc vous emmener visiter dès maintenant. Dès maintenant. Voilà. Alors, nous voilà donc à l'arrivée de l'Aqua Claudia et de l'Agno Novus sur la muraille d'Aurélien. Nous sommes tout à l'est de Rome. La première constatation que l'on peut faire sur cet aqueduc, c'est qu'il a été construit en plusieurs phases. Vous voyez que le cœur de l'aqueduc, le cœur initial, est construit en gros moellons de pépérins. Et à son sommet, on aperçoit, délimité par une corniche, le canal de l'Aqua Claudia. Alors l'Aqua Claudia et l'Agno Novus faisaient partie d'un même projet, initié sous Caligula en 38 et terminé par l'empereur Claude en 52. Et même si c'est un même projet, il semblerait que l'Agno Novus ait été réalisé dans un deuxième temps, d'où le fait que son canal soit en briques et non pas dans le même matériau que la première partie. Cet aqueduc a été renforcé d'une double arcade en briques que vous voyez à l'image, à une période plus tardive. Notamment, il y a une grande phase de réfection sous les Flaviens, 20 ans après la construction, et de nouveau sous les Sévères. Là, on est plutôt en fin du 2e, début du 3e siècle après Jésus-Christ. Donc l'aqueduc arrive sur la ville de Rome. La muraille d'Aurélien que vous voyez ici a été construite de manière beaucoup plus tardive, puisqu'elle date de la fin du 3e siècle. Et ce qui est intéressant sur cette portion de la muraille, c'est qu'elle est collée à la façade de l'aqueduc. Elle ne s'intègre pas sous les arcades, contrairement à ce que l'on pense des fois et que l'on vérifiera sur d'autres sections du trajet. Donc cette muraille d'Aurélien, que vous avez peut-être déjà vue dans d'autres nocturnes, sur cette portion-là, elle mesurait environ 8 mètres à 8,50 mètres de haut, et avec des tours qui, elles, s'élèvent jusqu'à 13 mètres. Les tours, vous constatez qu'elles ont une pièce interne à l'étage avec 4 fenêtres. 2 fenêtres qui donnaient sur le chemin de ronde et 2 en façade. Et de ces fenêtres, on utilisait des balistes, donc de l'artillerie à tir tendue, pour bien sûr repousser l'ennemi. En revanche, sur la plateforme supérieure à laquelle on accédait par un escalier central, là on mettait des onagres, c'est-à-dire des catapultes à tir parabolique, donc ce qui faisait une défense relativement efficace.
La muraille, donc, comme je vous disais, elle est systématiquement de niveau. Si on rattrape le niveau du sol, cela se fait au niveau des tours. Il n'y a pas de section de muraille en pente. Donc voilà pour cette muraille d'Aurélien. Et quand on se tourne sur la Via Labicana que je suis en train de suivre, on aperçoit tout au bout la porte majeure que nous allons visiter ensemble. Mais pour ça, je triche un petit peu, puisqu'on va se précipiter un petit peu plus loin sur la maquette. On va éviter de se fatiguer trop. L'ordinateur va le faire pour nous. Voilà, donc nous voilà face à la porte majeure. Alors vous voyez que les arcades ici sont traitées de manière un peu différente au niveau de la muraille. La voilà qui arrive sur le mur, et là, de chaque côté de la porte majeure, finalement, les ingénieurs romains ont choisi d'intégrer la muraille sous les arcades. Tout simplement parce qu'elle est suffisamment défendue par les tours de la porte majeure et par le mur d'à côté. Donc l'inconvénient de cette technique-là, c'est que le chemin de ronde n'est plus continu. Certains auteurs pensent d'ailleurs que le chemin de ronde entre les arcades était peut-être accessible par une passerelle en bois. En tout cas, comme c'est en bois, on n'en a rien retrouvé. Donc la porte elle-même, vous voyez que c'est une double arcade, on la verra beaucoup mieux de l'autre côté, c'est une double arcade qui laisse passer les deux routes entre lesquelles nous nous situons. À gauche, la Via Labicana, à droite, la Via Praenestina. J'insisterai sur les inscriptions de l'autre côté. Pour la protéger, 3 tours semi-circulaires, mais qui suivent exactement le même modèle que les tours carrées que nous avons vues sur l'autre portion. Et puis, pour mieux protéger les accès, vous voyez que les grandes arcades d'origine ont été réabaissées par des murs et arcades intérieurs, et toujours un système de créneaux, bien sûr, pour défendre l'accès. On va s'approcher, nous allons rentrer dans la ville. Je vais même accélérer un petit peu. Voilà pour le passage. Donc vous voyez, on arrive dans des quartiers relativement bien construits. Et vous apercevez sur la gauche la suite de nos arcades d'aqueduc. Alors je vais changer l'illumination pour que vous ayez les arcades sous leur meilleur jour, et notamment la porte majeure sous le meilleur jour. Donc je suis le maître du temps. Je fais comme bon me semble. Voilà, donc les arcades, les voilà, et vous apercevez derrière la muraille d'Aurélien qui se prolonge, et on voit bien que là, les arcades se dissocient. À 250 mètres sur la gauche, il y a la fameuse citerne dans laquelle se déverse l'Agno Novus et l'Aqua Claudia. Et voilà la porte majeure, qui va peut-être rappeler des souvenirs à ceux qui ont visité cet endroit dans Rome. Donc la porte majeure elle-même. Alors cette porte majeure, vous voyez que, donc je vous disais, double arcade, ce sont des arcades décorées. Les piliers de l'aqueduc, qui mesurent à peu près 4 mètres sur 4 mètres, ici ont été renforcés. Les piliers latéraux font 6 mètres de large et le pilier central 8 mètres. Mais pour alléger un petit peu l'impression, pour que ce soit plus esthétique, ils ont été percés de petites arches intérieures et surtout entourés d'édicules. Les édicules sont visibles également de l'autre côté, mais avec les fortifications, on ne les voit pas. Aujourd'hui, les fortifications extérieures, j'ai oublié de vous le dire, ont totalement disparu. Elles ont été détruites au milieu du XIXe siècle à la demande d'un pape qui voulait rétablir la porte majeure dans sa beauté d'origine. Donc voilà telle que vous pouvez voir la porte d'aujourd'hui, et on va s'intéresser un petit peu aux conduits qui sont tout en haut. D'abord en parlant des inscriptions. Donc les inscriptions que vous voyez, celle qui est tout en haut, a été réalisée par Claude, qui inaugure l'aqueduc. Et ce qui est intéressant de cette inscription, si vous regardez au centre de la 4e ligne de son inscription, vous voyez peut-être les mots « sua impensa », qui signifie qu'il a réalisé l'aqueduc à ses propres frais. Ce qui nous apporte une indication, c'est que l'aqueduc a été réalisé sur la cassette impériale, sur le fiscus. À l'époque impériale, on distinguait le trésor public, aerarium, et les bâtiments qui relevaient de l'empereur. Donc, vous constaterez que les 2 autres inscriptions comportent également « sua impensa ». Donc, ça veut dire que les aqueducs sont financés à l'époque impériale par les empereurs. Ne serait-ce que parce que les sommes sont importantes, mais aussi c'est une manière pour l'empereur, bien sûr, de gagner en popularité. À ce niveau supérieur, je vous le rappelle, c'est là que coule l'Aqua Claudia. L'Agno Novus, je vous dis exactement le contraire. L'Aqua Claudia coule au niveau médian, ce qui correspond à l'inscription de Vespasien, dont vous voyez apparaître le nom le 3e mot, qui lui aussi le fait réaliser à ses frais. Et vous voyez les derniers mots de son inscription, Urbi restituit. Il a restitué à la ville l'aqueduc. Alors pourquoi a-t-il besoin de le restituer? C'est qu'il se trouve que Néron, dont nous allons visiter les arcades, a fait construire une dérivation
mais non pas pour desservir la ville, mais pour desservir son palais, la Domus Aurea. Ce qui fait que les habitants qui étaient sur le trajet de ces arcs de Néron n'ont pas profité de l'eau. Et sitôt Néron mort, l'empereur Vespasien s'est empressé non seulement de faire détruire la Domus Aurea, mais de restituer au peuple l'eau dont il avait été privé. Donc vous voyez bien encore l'effet de propagande que l'on peut avoir sur cette inscription. La dernière inscription, donc cette inscription médiane date de 71, et 10 ans plus tard, le fils de Vespasien, Titus, fait refaire une partie des aqueducs, mais là c'est de la rénovation en raison de, vous apercevez peut-être le terme à la dernière ligne, il est presque au centre, le terme vetustaté, la vétusté. Donc les arcades ont déjà subi l'usure du temps, et donc il fait rénover un certain nombre d'arcades. Ce qui explique son inscription. Alors derrière cette inscription, c'est le noyau plein de l'aqueduc. Il n'y a pas de conduit qui passe. Une dernière chose que je veux vous montrer sur cette porte majeure, c'est l'intérieur des conduits, puisque finalement, on ne les voit pratiquement jamais. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils sont construits. Et vous pouvez constater que l'on voit les grandes dalles de travertin sur la gauche, qui donnent sur l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, on construit de nouveau une maçonnerie en briques. À l'intérieur de cette maçonnerie, le fameux enduit dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permettait de le rendre étanche. Et plus intéressant, quand les archéologues grattent l'enduit, on trouve beaucoup de traces de tartre. Je vous ai parlé du calcaire, des sources de ces aqueducs. Et quand on analyse le tartre, eh bien, on peut deviner d'où viennent les sources. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que les deux conduits superposés ont les mêmes traces de tartre, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont les mêmes sources, mais qu'en amont de la ville, leurs eaux ont été mélangées dans un réservoir de décantation. Même si ensuite ils reprennent chacun leur tracé sur des conduits séparés. Alors, on va continuer notre visite en suivant les arcs de Néron que vous apercevez au fond. Alors, vous constatez qu'ils sont un tout petit peu plus bas que l'autre aqueduc parce qu'ils ne conduisent que l'Aqua Claudia. La Nio Novus, elle va se déverser dans le réservoir. Et si l'on suit donc ce trajet, je vais marcher un petit peu... Voilà, un petit peu en crabe. Si l'on suit ce trajet, vous constatez que les arcades ne sont pas toutes construites de manière régulière. Certaines sont plus hautes, certaines sont doubles, certaines sont simples. Alors, il y a des raisons à cela. Ce n'est pas l'originalité d'artistes latins qui se serait exprimée. Les arcades doubles, en fait, c'est une phase de réfection. Je vais vous montrer un schéma qui nous montre les différentes phases de construction. En haut, à gauche, la phase néronienne, dans les années 62. Juste à sa droite, les rénovations entreprises sous les empereurs Flaviens, c'est-à-dire Vespasien et Titus, qui rajoutent des arcades intérieures pour consolider les piliers par des contreforts et une arcade à mi-hauteur. Les piliers continuent à s'user et sous les Sévères, Septime Sévère décide de reconstruire entièrement certaines sections. Mais il reprend exactement le modèle flavien. Finalement, on n'aperçoit pas de grande différence entre ces deux modèles, en haut à droite, Flavien, et en bas à gauche, Sévérien. Et enfin, une dernière phase a consisté, à une époque tardive, 4e, 5e siècle, à murer certaines arcades qui menaçaient de s'écrouler. Certaines sont totalement murées, d'autres laissent juste une fenêtre ou une porte avec un arc de décharge pour laisser passer la lumière, parce qu'on est quand même dans des zones très construites avec des immeubles. Et la lumière qui peut passer à travers ces arcades permet d'avoir des rues moins sombres et des immeubles moins sombres. Alors pourquoi des arcades moins hautes au centre? Ce sont tout simplement des franchissements de voies. Actuellement, c'est la Via Eleniana qui passe à cet endroit-là. Et donc, vous voyez qu'au-dessus de ces arcades simples, il y a des emplacements qui étaient en fait occupés par des inscriptions de plaques de marbre. On a retrouvé les traces de ces plaques. Et on sait qu'à cet endroit-là, et tout le long des arcs de Néron, qui ont été entièrement refaits par les Sévères, eh bien, on a une inscription de Septime Sévère et de son fils Caracalla, indiquant qu'ils ont refait à leurs propres frais l'aqueduc, etc., etc. Voilà, donc on va se diriger maintenant à travers le Cælius. Alors je ne vais pas encore une fois vous faire tout le trajet, c'est juste pour vous donner une petite vue des arcades qui se prolongent. Et donc nous allons, dans cette direction-là, avec encore une fois un petit saut. Nous allons nous retrouver face à l'arc de Dolabella. J'ai trouvé intéressant de venir vous le montrer parce que c'est un arc qui est aussi beaucoup visité à Rome, tout simplement parce qu'il est en parfait état. Vous voyez que cet arc est totalement intégré dans les arcades de Néron, refaites par Sévère, mais que les arcades font curieusement un double angle droit. C'est tout simplement que dès l'époque royale, lorsque la première muraille de Rome a été construite, eh bien, la muraille passait à cet endroit-là et il y avait une porte d'entrée de la ville royale.
Cette porte d'entrée, on l'appelait la Porta Caeli Montana, elle a été refaite sous la forme d'un arc monumental en 10 après Jésus-Christ, donc je vais m'en approcher, et cet arc monumental, il est resté quasiment dans son état d'origine, tel que vous le voyez aujourd'hui. Alors qui a fait refaire cet arc? Eh bien ce sont 2 consuls qui s'appellent Publius Cornelius de Labella, vous voyez son nom, et juste sur la ligne d'en dessous, Caius Iunius Silanus. Ils étaient consules, consuls. Donc ils ont fait fabriquer l'arc et ils en ont assuré la réception. Donc voilà, d'où ce tracé un petit peu bizarre des arcades. On va continuer notre chemin avec 2 autres bâtiments. Je n'ai pas peur de courir. On va continuer donc vers 2 bâtiments. Alors vous voyez à droite ce bâtiment très massif et aveugle, c'est un réservoir. Et juste derrière lui, un 2e réservoir un petit peu plus bas. Voilà, je m'approche un petit peu pour vous montrer la différence de hauteur entre les deux. Vous voyez qu'à cet endroit-là, les arcades s'arrêtent. Elles vont alimenter les 2 réservoirs, mais les arcades s'arrêtent. Elles continueront leur chemin sous forme de siphon souterrain. Le réservoir qui est à ma droite va alimenter l'aqueduc le plus haut, c'est-à-dire l'Aqua Claudia. Mais antérieurement à l'Aqua Claudia, il existait sur le Cælius 2 autres aqueducs, l'Aqua Marcia et l'Aqua Iulia, que Néron a interrompu pour réaliser ses arcs. Mais en revanche, il a conservé les réservoirs qui lui ont servi pour son propre aqueduc. Quand l'aqueduc a été rénové par la suite, eh bien, on a rehaussé et réutilisé ces 2 réservoirs que vous voyez ici. Alors pour mieux les voir, je vais changer légèrement l'heure pour que vous puissiez apprécier la façade de l'aqueduc et surtout du réservoir. Voilà, vous le verrez mieux comme cela. Voilà, il est mieux éclairé à 8h15 du matin qu'à 10h30 comme tout à l'heure. Alors aujourd'hui, si vous allez à cet endroit-là, vous ne trouverez rien. Il ne reste aucune trace. Alors qu'est-ce qui nous permet de vous proposer cette restitution? Eh bien, on a quelques documents qui nous permettent de connaître non seulement l'emplacement, mais l'allure générale de ces réservoirs. Je vais vous montrer ces documents. Tout d'abord, ce sont des gravures du XVIe siècle qui nous montrent les arcades terminées par un bâtiment, un quadrilatère. Donc on le voit sur les deux vues de Ligorio et de Dupérac. Vous constatez que déjà à leur époque, il n'y a plus qu'un des 2 réservoirs. En revanche, on a des textes qui nous disent qu'il y en avait plusieurs. Pour le 2e réservoir, nous avons une gravure de Piranèse qui nous montre l'arrivée des dernières arcades, et vous le constatez tout à la droite, ces arcades sont bouchées par des murs et des fenêtres, celles que vous venez de voir dans notre restitution. Mais on a aussi un autre témoignage de la présence de ces castellas, c'est le plan de Rome en marbre réalisé à l'époque des Sévères, et ce plan de Rome en marbre nous montre une zone qui s'appelle Aqueductium. Le terme latin est très rare, ce n'est pas une forme habituelle. Ça désigne un bâtiment typique rattaché à l'aqueduc et non pas l'aqueduc lui-même. Or, qu'est-ce que l'on a ici? Alors, pour vous interpréter l'image que vous voyez, l'aqueduc, c'est au centre de l'image cette succession de petites vaguelettes ponctuées de piliers carrés. Ça, c'est l'aqueduc. Et sur la droite, vous voyez des traits horizontaux de longueurs inégales, dont certains, d'ailleurs, laissent des ouvertures sur leur gauche, comme si on avait des T allongés. Les ouvertures sur la gauche, on les interprète justement comme la matérialisation des fenêtres et des portes. En revanche, sur la partie haute, vous voyez qu'il n'y a pas de fenêtres et de portes. Voilà pourquoi l'autre aqueduc, l'autre castellum, nous l'avons représenté aveugle. Donc, ces traits sont d'inégale longueur. Encore une fois, comment interpréter cela? Est-ce pour montrer les différences de niveau, de relief, ou tout simplement le fait que les réservoirs avaient plusieurs niveaux? Si je reviens sur ces réservoirs juste après, vous verrez qu'effectivement, il y avait un niveau rez-de-chaussée et un niveau supérieur. Le dernier document que je souhaite vous montrer, ce sont ces 2 plans du XVIe siècle, notamment le plan du bas, celui de Ligorio, qui nous montre l'intérieur, puisqu'à l'époque, les murs intérieurs étaient encore visibles. Et qu'est-ce que l'on voit sur ce plan? On voit une pièce de droite unique. Elle devait monter jusqu'au plafond. C'était probablement la pièce par laquelle les aqueducs Marcia et Iulia, en tuyaux de plomb, remontaient jusqu'à leur réservoir. En revanche, les 10 pièces sur la gauche, c'était celles des réservoirs qui n'étaient situées qu'à l'étage. Le rez-de-chaussée n'était pas un réservoir. Si vous avez l'œil, vous constatez que ces pièces ont des angles très légèrement arrondis, des bourrelets. Ça, c'est typique des pièces qui accueillent l'eau. On faisait des bourrelets d'enduits étanches pour éviter les fuites, parce que c'est plus sensible aux angles des pièces. Et ces pièces communiquaient entre elles. Et
À l'étage, elles ne devaient pas toutes communiquer, puisque je vous ai dit qu'il y avait 2 aqueducs à 2 hauteurs différentes. Donc pour éviter de perdre la hauteur de l'aqueduc, elles devaient se desservir les réservoirs qui eux-mêmes étaient à des hauteurs différentes. Donc là, il est probable que Ligorio a représenté les murs du rez-de-chaussée. On avait les mêmes murs à l'étage, mais avec des fermetures probablement entre les 4 pièces de gauche et les 6 pièces de droite. Et tout au bas, vous apercevez un escalier qui permettait de monter dans les réservoirs et de les entretenir. Alors si je ressors, vous voyez cette façade avec des contreforts pour donner quand même de l'appui au mur. Je vous rappelle qu'il y a quand même des réservoirs avec des quantités importantes d'eau à l'intérieur. Le rez-de-chaussée, effectivement, on voit bien des portes et des fenêtres. Alors il est probable qu'il ait été utilisé pour les équipes d'entretien qui stockaient leur matériel, tout simplement. D'où le fait que les pièces soient fermées, pour éviter le vol. On va contourner donc ce réservoir et je vais vous montrer de l'autre côté le fameux escalier, l'escalier qui permettait d'accéder au haut de l'aqueduc. On n'en a pas de trace sur le réservoir qui est plus haut, mais le réservoir le plus haut, on sait qu'on pouvait y accéder depuis l'aqueduc, depuis les arcades elles-mêmes. Voilà, donc il n'en avait pas forcément besoin. Donc là, vous avez une vue avec l'arc de la Bella au fond, et avec cet escalier qui permettait, comme vous le voyez, de desservir la totalité de la hauteur. Je vais changer d'heure pour que vous ayez peut-être une meilleure illumination, et puis nous en aurons besoin dans la suite de notre visite. Si il y a une suite. Oui, voilà. Donc voilà, un meilleur éclairage ici. Donc vous voyez un escalier très imposant avec une belle volée de marche qui permettait d'arriver le plus possible sous le niveau du toit pour que la plus grande partie de l'étage soit occupée comme un réservoir. On va désormais continuer le parcours de l'aqueduc. Vous voyez, plus aucune arcade. En revanche, ici, le temple de Claude, dont vous apercevez le portique qui en fait le tour, et c'est là que nous allons nous rendre tout de suite. Avec sa façade. Voilà, la façade du temple de Claude, entourée de cet immense portique, et le temple de Claude sur le sommet du Cælius, vraiment dominait la ville. D'ailleurs, vous apercevez dans mon panoramique, là, le Colisée, derrière un portique ouvert. Mais nous, ce qui va nous intéresser pour voir la suite de notre aqueduc, c'est de sortir par l'escalier situé à l'ouest du temple. Et quand on sort de cet escalier, que retrouve-t-on ? Nos arcades d'aqueduc. Alors, une première chose à cet endroit-là, encore une fois, les archéologues n'ont pas tous la même approche. Certains restituent à cet endroit-là 2 niveaux d'arcades supplémentaires. En gros, l'aqueduc reprendrait la même hauteur qu'à son arrivée dans les castellas. Alors pourquoi avons-nous choisi une interprétation différente ? Tout d'abord, vous l'avez vu tout à l'heure, quand il faut faire remonter des tuyaux souterrains à une certaine hauteur, il faut des rampants. Donc ça supposerait, contrairement à la documentation que je vais vous montrer, contrairement à la maquette réalisée par Gismondi et qui est visible au musée de la civilisation romaine de Rome, où lui, il a restitué carrément, vous voyez, des arcades qui font le tour du temple. Or, il n'y en a aucune trace, aucun pilier, alors que de chaque côté, il en reste. Donc on sait que le contournement du temple de Claude se faisait en souterrain. Première chose. S'il fallait un rampant, ce rampant va être obligatoirement très long pour avoir une pente régulière. Ce qui fait qu'à côté du temple, non seulement ça gâcherait un peu la perspective, mais un rampant n'est pas forcément très esthétique. D'autre part, on peut estimer que 2 rangées d'arcades supplémentaires ne sont absolument pas nécessaires. Vous avez très bien vu tout à l'heure comment fonctionnaient les siphons. Ici, entre la hauteur des réservoirs et ces arcades, on a 20 mètres de différence. 20 mètres pour un siphon, c'est vraiment rien du tout. À Pergame, un autre exemple de siphon, on a 160 mètres de dénivelé. Près de Lyon, l'aqueduc du Gier, on a 123 mètres de dénivelé. Donc 20 mètres ici, pour des tuyaux ou des siphons, ça n'est absolument rien. Donc il est probable, nous c'est ce qu'on a préféré restituer, que les aqueducs continuaient leur chemin, je vous rappelle, ils sont 3, la Claudia, la Marcia, la Julia, dans des tuyaux en plomb, enfermés dans de la maçonnerie, ce qui les renforce, et ils vont, de cette manière-là, suivre la pente du Cælius pour traverser la vallée qui mène vers le Palatin, cette vallée qui s'appelle la vallée San Gregorio aujourd'hui, et qui, à l'époque romaine, était surtout suivie par la voie triomphale que suivaient les généraux qui avaient obtenu le droit d'obtenir un triomphe de Rome.
Donc on suit ces arcades et on descend pour vous montrer qu'à cet endroit-là, on retrouve 2 niveaux. Ceux qui vont à Rome, c'est la seule partie qui reste quand on est effectivement sur la rue qui mène du Grand Cirque au Colisée. Eh bien, ce sont ces dernières arcades que vous voyez, hein, celles qui sont juste derrière, je vais vous les montrer après. Je continue à descendre. Voilà, nous voilà sur la voie triomphale. Si je regarde vers la droite et que je zoome un peu, vous apercevrez au fond, très légèrement, l'arc de Constantin, c'est léger. Hein. Et si je fais demi-tour, donc l'aqueduc continue là-haut vers des citernes du Palatin, et les arcades que vous apercevez derrière, et que je vais aller voir de l'autre côté, sont celles que vous pouvez voir encore aujourd'hui à Rome. Je m'éloigne un petit peu pour que vous voyez que c'est très tassé, hein, que finalement les immeubles sont presque collés aux aqueducs. Je dis presque parce qu'il existait une loi romaine qui interdisait de construire des bâtiments contre les aqueducs. On laissait une servitude pour l'entretien, pour la réparation, hein, et pour le passage aussi du matériel d'entretien. Donc voilà les arcades que vous pourriez encore voir aujourd'hui à Rome. Alors même chose, ce tracé, nous on a choisi de faire un tracé avec 2 angles droits. C'est une hypothèse intermédiaire. D'autres archéologues estiment que, et je vais vous montrer pourquoi, que ce tracé pouvait être beaucoup plus rectiligne. Vous l'apercevez qui part de l'angle en haut à droite, qui se dirige vers la voie triomphale. Les parties qui sont en trait plein, c'est celles qui restent aujourd'hui, et le tracé se poursuit en direct vers une citerne. Ça, c'est l'archéologue Andreas Schmölder-Waid qui propose ce tracé-là, mais ce tracé a d'autres inconvénients, c'est qu'il ne tient pas compte de certains vestiges attestés sur le Palatin. Elle les a un peu écartés dans son tracé, donc on est encore en réflexion sur cette portion-là. La vérité se situe peut-être un peu entre les deux. Je vous montre quand même une illustration des arcades à la fin du XVIIIe, pour vous montrer que l'arcade qui est totalement à gauche montre, au premier niveau, un pilier qui part vers le Colisée. D'où la réalisation de l'angle droit que nous avons proposé. Mais si vous regardez bien tout en haut de ce pilier, on voit qu'il est démoli justement au départ d'arcades, qui, elles, devraient partir sur la gauche. D'où peut-être le tracé que propose Schmölder-Waid, à savoir qu'il y aurait bien un décrochement à cet endroit-là, mais lequel, bon voilà, comme je vous le disais, c'est encore en pleine réflexion. Voilà pour ces arcades. Et donc, elles desservaient 2 grandes citernes sur le Palatin, une citerne près du palais des empereurs Flaviens, Domus Flavuia, et une autre près du couvent de Sainte-Bonaventure, qui, elle, devait alimenter la fameuse Kenatio Rotunda, cette salle à manger tournante que Néron avait fait réaliser dans son palais et que Françoise Villedieu a restituée grâce à ses fouilles. Et l'archéologue Filippo Coarelli appuie effectivement cette hypothèse selon laquelle la Kenatio Rotunda, cette salle à manger tournante, était alimentée justement en eau avec un système d'engrenage par l'Aqua Claudia qui coulait jusqu'au Palatin. Pour terminer ma visite, je vais vous emmener vers le Grand Cirque. Vous l'apercevez peut-être là-bas au bout, mais encore une fois, je vais tricher et me diriger un petit peu plus vite. Nous allons terminer la visite par une fontaine monumentale appelée le Septisodium. La voilà, cette fontaine monumentale. Vous voyez qu'elle est très enserrée entre des bâtiments. Alors d'abord, vous expliquer ce que c'est qu'un septisodium. Elle n'est pas unique à porter ce nom. Elle a été réalisée par Septime Sévère. Alors déjà, vous constatez la ressemblance entre Septime Sévère et Septisodium. C'est en fait une manière pour Septime Sévère de célébrer son règne. D'ailleurs, elle a été inaugurée 10 ans pour fêter les 10 ans de son règne. Et en plus, c'était un empereur très superstitieux et qui voyait des signes un petit peu partout. Donc à cette époque-là, on a plusieurs Septisodium dans tout l'Empire et ils n'ont aucun à la même forme. Donc on ne peut pas dire qu'un septisodium, c'est une fontaine qui a une forme particulière. Par exemple, des exèdres semi-circulaires, un certain nombre de niveaux. On pourrait dire, tiens, septisonium, 7 niveaux. Pas du tout. La seule référence au septisonium, ce sont les 7 divinités planétaires. Voilà, les 7 planètes, Jupiter, Junon, Mars, etc. Enfin, Junon n'a pas de planète, c'est un satellite. Mais donc, ces 7 divinités planétaires devaient être représentées sous la forme de statues dans le septisodium. Alors, celui réalisé ici, si vous allez aujourd'hui à Rome, voilà ce qu'il en reste. Voilà. La zone est matérialisée au sol par les archéologues, mais il ne reste absolument rien. Elle était déjà très démolie, cette zone, à l'époque de la Renaissance. Mais en revanche, on en a une trace sur le plan de marbre. Vous voyez le nom indiqué en gros, Septisodium, ou Septisonium, les deux inscriptions, les 2 termes apparaissent. Et vous le voyez juste au-dessus du U et du M. Vous voyez un bâtiment avec 2 exèdres semi-circulaires, des colonnes et un petit carré
dans l'exèdre de gauche qui correspond à une base de statue. Donc ça, c'est un témoignage de l'Antiquité. À la Renaissance, quand le bâtiment n'avait pas été encore totalement détruit, on a beaucoup de représentations. Là, je vous ai fait un montage avec énormément de peintres, de graveurs différents. Donc, grâce à ces représentations, qui ne sont pas sous les mêmes angles, on peut se faire une idée de l'allure. Donc, un bâtiment à 3 étages, des étages de plus en plus petits, avec des colonnades et une certaine décoration, notamment des chapiteaux de type composite. Donc si je reviens sur la fontaine elle-même, on va aller la regarder d'un petit peu plus près. Donc vous voyez les 3 étages. Vous constatez que les colonnes sont de différents matériaux. Les fouilles réalisées en 1990 par 2 archéologues qui s'appellent Jacopi et Tedone ont permis de mettre à jour, sous le bâtiment dont il ne reste rien, un certain nombre de fragments. Des fragments de colonnes, des fragments de granit, de marbre, et aussi un petit fragment de statue qui nous a aidés dans la restitution. Et en plus, quand le bâtiment a été détruit à la demande d'un pape, celui qui a détruit le bâtiment pour récupérer les matériaux a fait un rapport de démolition, puisqu'il était payé en fonction de ce qu'il démolissait. Et bien ce rapport, on l'a encore aujourd'hui. Donc il nous permet de connaître, encore une fois, les matériaux utilisés et d'avoir une petite idée aussi des quantités utilisées. Le bâtiment, il fait à peu près 100 mètres de long pour 30 mètres de haut. C'est réellement très imposant pour une fontaine. Qu'est-ce qui caractérise ce bâtiment en tant que fontaine ? Eh bien, c'est bien sûr la présence de l'eau. Et la présence de l'eau, vous voyez que le podium qui soutient les premières colonnes est très haut, il fait presque 6 mètres de l'eau. Et comme il est alimenté par la Marcia, qui est des 3 aqueducs que l'on a vu tout à l'heure le plus bas, donc c'est logique qu'il alimente la zone basse, tandis que les 2 autres étaient réservés au sommet du Palatin, eh bien sûr, l'aqueduc est tellement haut que ça permet non seulement le jaillissement de l'eau dans les vasques que vous voyez ici, mais bien sûr dans les becs d'eau du podium et dans les becs d'eau aussi du petit muret qui se déverse dans une rigole. Et en souterrain, un égout a été retrouvé aussi par les archéologues. Alors pourquoi restituer cette vasque ici ? C'est tout simplement que les archéologues en ont retrouvé un petit fragment, et un fragment suffisamment intéressant pour qu'on connaisse exactement le rayon, donc le diamètre, et la hauteur de la vasque. Et comme le fragment a été retrouvé, on sait que c'était du porphyre. Donc là, vraiment très intéressant pour notre restitution. Alors je vais m'éloigner un petit peu pour que vous ayez une meilleure vue. Pas trop quand même. Vous allez voir pourquoi. Donc voilà, le bâtiment vu de façade avec ses 3 niveaux de colonnes. Au niveau central, vous voyez la petite base de statue dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais quand même zoomer un petit peu dessus pour que vous l'aperceviez correctement. Cette base, donc, elle est attestée par l'archéologie. Qu'est-ce qu'il y avait à cet endroit-là ? Eh bien sûr, la statue de Septime Sévère, dont l'inscription sur laquelle je vais revenir tout à l'heure fait honneur, bien sûr, au personnage central. Alors, à quoi pouvait ressembler cette statue ? On n'en a absolument aucune trace, mais en revanche, à la même époque, on a des représentations de Septime Sévère, comme cette monnaie, avec son portrait à gauche et l'empereur en train de faire une libation, c'est-à-dire un sacrifice à droite. D'autre part, au musée du Capitole, on a également ce bas-relief qui nous montre Septime Sévère dans ce même geste de libation, renversant de l'eau. On sait qu'avant qu'il accède au trône, il avait fait plusieurs rêves. Dans un de ses rêves, le futur empereur se voyait en train de verser de l'eau comme un père nourricier alimentant Rome. Ce qui peut être peut-être la source de son inspiration pour la réalisation de la fontaine, et ce qui nous fait dire que comme il y avait une statue au centre, il est très probable que cette statue avait cette allure. Mais elle n'a pas encore été restituée, c'est très difficile de restituer des statues dont il ne reste rien, donc peut-être que dans une phase ultérieure, le septizonium sera garni de ces statues. En revanche, un fragment qui a été retrouvé, et bien attesté sous le sol, c'est ce fragment de statue qui représente un dieu fleuve. Alors quel fleuve ? Et bien sûr, le Tibre. Qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est le Tibre ? Eh bien, regardez sous le bras du dieu fleuve, on voit un animal, et cet animal a sa patte avec un ergot, ça montre que c'est un canidé. Et ce canidé, c'est la louve romaine. Et si vous regardez dans la partie de la louve qui a été un petit peu abîmée, vous voyez qu'il y avait un tuyau qui passait au centre de l'animal, et il est probable que de la gueule de la louve, de l'eau jaillissait et venait se déverser dans le bassin inférieur. Donc cette statue du dieu fleuve, le Nil, représentant Rome, devait être juste au pied de la statue de Septime Sévère. Juste devant, il y a la place entre la base de la statue, juste entre les 2 colonnes. L'inscription, pour terminer, alors cette inscription est très longue, elle fait la totalité de la façade. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître sur cette inscription ? Je ne sais pas si vous voyez ici, l'empereur Nerva, Diwi Nervae, un petit peu plus loin, Antonini Pii, Antonin le Pieux,
etc., etc. Alors il se trouve que l'empereur Septime Sévère n'est absolument pas de la famille de ces empereurs-là. En revanche, un de ses premiers actes politiques après l'accession au pouvoir, ça a été de se faire déclarer à titre posthume le fils de Marc Aurèle, ce qui permettait de justifier son accession au trône, qui s'est fait à la suite de guerre, de justifier en se rattachant à la lignée des empereurs qui l'ont précédé. Et bien sûr, toute l'inscription cite la totalité de ces empereurs. Ce qui nous fait dire que de chaque côté de la statue de l'empereur, sur la totalité de la façade, il devait y avoir les statues de tous les autres empereurs, et même de ce qu'on appelle la famille de l'empereur, la famille divine, donc peut-être aussi les femmes des empereurs. Alors qu'est-ce qu'il pouvait y avoir à l'étage supérieur? Bien sûr, les statues des dieux, des divinités planétaires, peut-être même une statue de Rome, et à l'étage tout en haut, probablement des allégories des victoires de l'empereur, des statues de prisonniers, des statues de soldats romains, peut-être aussi des boucliers et des armes. Donc voilà, un monument vraiment très impressionnant qui, à lui-même, symbolise bien le génie romain. Ce génie, d'ailleurs, qui était reconnu pas seulement par les Romains, qui forcément étaient très fiers de leurs ouvrages, mais aussi par d'autres auteurs. Et en conclusion, je voudrais vous citer un passage d'un auteur qu'on ne peut pas forcément accuser d'être subjectif, c'est Strabon, géographe grec, qui dit à propos des aqueducs: « Les Romains se sont surtout appliqués à faire ce que les Grecs avaient négligé, c'est-à-dire à construire des chaussées, des aqueducs et des égouts. Leurs aqueducs amènent l'eau à Rome en telle quantité que ce sont de véritables fleuves qui sillonnent la ville en tous sens. » Un bel hommage de la part des Grecs. Vous allez constater, et je terminerai par une citation de Frontin, que Frontin ne lui rend absolument pas l'appareil à propos des ouvrages des Grecs, puisque lui, au contraire, dit « Comment comparer à ces constructions si nombreuses et si vastes, exigées par cette immense quantité d'eau, les pyramides évidemment inutiles et les ouvrages oiseux et trop vantés des Grecs. » Je vous remercie. Merci beaucoup, Gilles. C'est une belle présoutenance. Je vois que vous avez le soutien du labo Ehrlich Junior, oui, qui est une très belle structure aussi, à la fois pour faire connaître les doctorants de l'Ehrlich et puis pour les soutenir, se soutenir les uns les autres. Alors, comme c'est de tradition pour la dernière séance de l'année, avant la séance des questions, que vous pouvez déjà préparer dans votre tête, je vais demander à toute l'équipe de monter sur la scène et je vais vous présenter toute l'équipe qui travaille à ce que vous voyez, parce que bien évidemment, alors ils se dépêchent, ils courent tous pour venir. Bien évidemment, vous doutez que tout ce travail, c'est un travail d'équipe, chacun avec sa spécialité. Voilà. Mettez-vous là sur la droite, au centre, que je vous présente les uns après les autres. Alors je ne vous représente pas Gilles, que je vous ai déjà présenté. Alors, je vais les prendre dans l'ordre où ils vont s'être présentés. Voilà, François. Allez, on commence par toi. François Leguet. François Leguet, c'est le géographe et l'homme projet de l'équipe. Il nous a construit un très beau système d'information géographique qui permet de superposer les restes archéologiques, la carte de Rome d'aujourd'hui, les photos satellites, les monuments déjà modélisés. Et puis, c'est lui aussi qui suit tous les grands projets de l'équipe, la refonte du site Internet, par exemple, complète. Et puis, si nous avons les crédits, c'est lui qui va suivre le chantier de construction d'un guide virtuel sous forme d'hologramme placé sur la maquette de Paul Bigot. Voilà. Alors après, Jérôme Nicole. Jérôme, c'est l'homme des programmations, le programmateur des applications compliquées. Vous vous souvenez, il a fait une thèse dans notre équipe sur les automates grecs. Et vous l'aviez, certains se souviennent peut-être de l'avoir vu ici interagir avec un automate décrit par un auteur grec du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Jérôme, c'est lui aussi qui a développé l'application Romain Tabula qui vous permet sur vos supports mobiles de visiter quelques-uns des monuments ici présentés. C'est lui aussi qui a réalisé la programmation d'une borne interactive avec hologramme au bord de la maquette et il travaille également actuellement au site Plan de Rome. Voilà, Jérôme.
Charlie, c'est le modélisateur de combat de l'équipe. C'est lui qui modélise tous les bâtiments compliqués, tout ce qui est compliqué, qui leur applique les textures les plus réalistes possibles. C'est lui aussi qui fait les restitutions de mécanismes. Vous vous souvenez, lors de la Nocturne Huile, c'est lui qui avait fait les pressoirs, les moulins, qui les avait animés. C'est dans la Nocturne Voiture, c'est lui qui a fait l'odomètre. Dieu sait si c'était compliqué. C'est aussi le communicant de l'équipe, c'est l'homme des réseaux, et puis c'est lui qui réalise les rendus de très haute qualité qui nous servent sur les supports de communication. Voilà, Charlie. Axel Tillier, c'est l'homme des ambiances. Vous avez sûrement remarqué depuis 4 ans une amélioration sensible de nos environnements virtuels, l'ajout d'animaux, l'ajout de personnages, l'ajout de végétation. Et bien, tout ça, c'est le travail artistique d'Axel qui est issu du monde du jeu vidéo et qui est doué pour tout ça. Alors Axel vient de terminer un contrat de 14 mois au cours duquel il a restitué pour le musée de Normandie les murailles de la ville de Caen. Mais c'est encore lui qui a réalisé le réglage des éclairages pour aujourd'hui. Nicolas Lefebvre. Nicolas, c'est l'informaticien chef de l'équipe. C'est lui qui réalise toute la programmation de réalité virtuelle proprement dite. C'est-à-dire que c'est lui qui place les différents monuments dans la ville, qui crée le réseau viaire, qui règle l'altitude correspondant à la Rome antique. Et puis c'est lui qui permet ensuite de naviguer à l'intérieur de cette restitution à l'aide d'une manette de jeu vidéo, comme vous l'avez vu. C'est aussi, il a beaucoup de modélisations aussi sont réalisées par lui avec une grande efficacité. Aujourd'hui, par exemple, c'est lui qui a réalisé les murailles et les aqueducs. Voilà le travail de Nicolas. Et puis, vous connaissez tous Sophie Madeleine. Sophie Madeleine, qui est titulaire d'une thèse en langue et littérature ancienne, qui est aujourd'hui l'infatigable directrice du Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle de l'Université de Caen, qui supporte entre autres ce travail de restitution virtuelle. Mais elle continue toujours, avec moi, de préparer les dossiers scientifiques qui sont nécessaires à la restitution que vous voyez. Voilà, Sophie. Et puis, je n'oublie pas, au fond de l'amphithéâtre, derrière vous, les 2 hommes. Alors, ils alternent, donc aujourd'hui, il n'y en a qu'un des 2, mais c'est Stéphane Urkowski qui est là aujourd'hui. D'autres fois, c'est Guillaume Leterrier. Ce sont les réalisateurs des captations vidéo. Ils appartiennent tous les 2 à la direction du système d'information de l'université, département audiovisuel. Ce sont eux qui nous permettent de retransmettre ces vidéos en direct sur Internet. Ce sont eux qui permettent aussi de revoir ces vidéos à l'infini sur la chaîne CIREV de YouTube. Et chacun s'accorde à reconnaître la qualité professionnelle de ces captations qui atteignent aujourd'hui quasiment 1 demi-million de vues en replay. Voilà, merci à merci et bravo à toute cette équipe. Et puis maintenant, on va passer aux questions traditionnelles auxquelles va répondre en principal Gilles. Peut-être. On pourra être tous les 2. Alors, vous vous êtes organisés dans l'équipe pour savoir qui passait les micros? Vous vous êtes organisés dans l'équipe pour savoir qui passait les micros? Voilà. Alors allez-y, on attend les mains levées. Là, une en bas et là aussi, il y a 2 en bas. Bonjour, déjà merci Bonsoir. Pour votre travail. Moi je me demandais comment les Romains recyclaient leur eau, quel traitement ils donnaient à leur eau usagée en fait. C'est un traitement très compliqué. Les égouts, le Tibre. Alors effectivement, en même temps, il faut bien réaliser que dans l'Antiquité, il y avait
peu d'éléments polluants au sens moderne, bien évidemment. Il y avait probablement peut-être les foulonica, les foulons où on teintait les tissus, mais c'était des teintures naturelles. Les thermes, finalement, c'est de l'eau de lavage. Peut-être plus dans les industries de la métallurgie, et encore. Donc en fait, il n'y avait pas de retraitement d'eau. On est bien d'accord qu'on est, quand je disais tout à l'heure, 1 milliard de litres par jour, c'est de l'eau qui coule en permanence. Et donc on est dans une eau qui est utilisée. En fait, on capte le cycle naturel de l'eau, on le fait passer par des tuyaux, et ces tuyaux alimentent la ville, se déversent et retrouvent leur cycle naturel sans traitement. Voilà. Oui. Bon. Je vous entends. Oui. Je vais poser une question un peu idiote. On parle d'1 million d'habitants pour Rome et j'avais lu que c'était à l'époque d'Auguste. Mais quelle est l'évolution de la démographie de Rome jusqu'au Sévère à peu près? Ouais, je vous laisse parler. Oui, alors 1 million, c'est plutôt après Auguste. Hein. À l'époque d'Auguste, on n'avait peut-être pas encore 1 million. On estime à 1 million aux deux premiers siècles de l'Empire. Hein. Après, la population diminue régulièrement, mais on manque de chiffres. On sait qu'au Moyen-Âge, hein, pour redonner l'autre extrémité, on arrive à 30 000 habitants seulement. Hein, voilà. Puis c'est difficile d'estimer une population. Et c'est très difficile. Parce voilà. qu'il y a déjà la population servile, les esclaves, qui ne sont jamais pris en compte. Donc c'est par de manière indirecte. Le million d'habitants, oui, on le calcule d'après les places des édifices de spectacle. On le calcule aussi d'après on a les montants des distributions de blé. On a déjà fait une nocturne sur ce sujet. Vous savez qu'on distribuait régulièrement du blé gratuitement aux citoyens romains. Et donc, d'après le nombre de citoyens romains, on arrive à extrapoler sur le nombre d'habitants total. C'est intéressant ce chiffre qu'a donné Gilles. Donc ça fait 1000. Un Romain dépense 1000 litres, un Romain habitant de Rome, hein, dépense 1000 litres d'eau par jour. Un Français, alors j'ai les chiffres de 2012 simplement, mais je suppose qu'ils n'ont pas beaucoup évolué, c'est 145 litres. Ouais. Mais on a des robinets. On a des robinets. Ils avaient aussi des robinets, mais ils utilisent peu. Oui. Oui. Question pratique. Vous avez dit que vous avez fait vos études dans les années 90. Et vous faites votre thèse maintenant, vous avez l'air bien jeune. Ah oui, mais je reste éternellement jeune. Je suis comme mon papa, je reste éternellement jeune. Non, mais oui, je ne suis pas si jeune que ça. Non, mais de loin en tout cas. Oui. Non, j'ai 53 ans, voilà, vous saurez tout. Et vous êtes prof de quoi, Flamanville? Je suis prof de lettres classiques, grec, latin et français. D'accord. Et vous êtes originaire de Flamanville? Du tout. D'accord. Du tout, mais comme c'est le plus beau territoire de toute la Normandie. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir si les Romains se sont inspirés d'autres civilisations ou s'ils ont tout inventé. Enfin, voilà. Oui, tout à fait. Les Romains n'ont pas inventé non plus l'aqueduc. Ils ont perfectionné la technique, mais on trouve ce que l'on appelait des canates du côté de la Mésopotamie, qui étaient en fait des canaux d'irrigation qui couraient à travers les champs, qui déversaient dans des citernes. Donc c'est probablement une des sources d'inspiration. On en trouvait, je crois, aussi en Étrurie. Donc les Romains réadaptent ce principe de canaux maçonnés, plus ou moins maçonnés. Certains étaient d'ailleurs à ciel ouvert dans les canaux d'irrigation d'origine. Et puis, bien sûr, perfectionnent la technique. Mais on ne peut pas considérer les Romains comme les inventeurs de l'adduction d'eau. Ça, c'est une certitude. Merci. Allô? Oui. Je vous entends. Une des deux questions. J'allais poser deux questions. Une vient d'être posée. Mais vous avez fait allusion. Attends, j'enlève. Vous avez fait allusion à la fontaine de Trévis, qui est alimentée par un des aqueducs. Ma question, c'est est-ce que l'eau qui arrive est traitée de manière moderne pour la fontaine ou elle va comme elle coule comme elle coulait dans le temps à l'époque romaine? Alors vous parlez de l'eau qui alimente la fontaine elle-même aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Oui. Alors en fait, l'Aqua Virgo, qui est captée encore aujourd'hui, va alimenter plusieurs réseaux. Il me semble me rappeler que l'eau qui arrive à la fontaine n'est pas traitée, mais celle qui part dans le réseau d'alimentation des demeures de la ville, elle, est traitée. Voilà. Donc en fait, ça n'est pas la totalité de la source qui alimente la fontaine de Trévis, mais juste une toute petite quantité, puisque finalement la fontaine n'a pas un débit très important. Donc voilà, il y a différence de traitement là sur Rome aujourd'hui par rapport à cette source. D'accord. Et l'aqueduc souterrain,
des Romains, est-ce que c'était, disons, comment dirais-je, entretenu? Est-ce qu'il y avait des révisions? Est-ce que, comme ils faisaient pour les cloaques, par exemple, est-ce que c'était... Alors, je n'ai pas eu le temps beaucoup de vous en parler, mais en fait, je vous ai parlé de Frontin qui était curator aquarum, c'est-à-dire intendant des eaux. En fait, il y avait une administration des eaux à Rome très impressionnante. Elle a été initiée dès les premiers aqueducs, mais elle s'est surtout mise en place à partir d'Agrippa, qui a créé l'Aqua Virgo, et pour entretenir l'aqueduc qu'il avait fait créer, il a recruté 240 esclaves, qui l'a légué à sa mort à Auguste, l'empereur, qui en a fait une administration. Donc ces esclaves étaient sous la responsabilité du curator, qui lui était un homme politique de Rome, choisi pour ses compétences, non pas techniques, mais en tout cas pour sa carrière politique. Et puis quand Claude rajoute l'Agno Novus et l'Aqua Claudia, qui augmente considérablement le débit, il va lui-même recruter de nouveau 460 esclaves supplémentaires, faisant monter cette équipe d'entretien à 700. 700 esclaves à totale disposition. Et en plus, il recrute un procurator, un aide, un adjoint, qui lui est un affranchi impérial et qui est recruté pour sa connaissance des techniques d'adduction d'eau. Et c'est lui qui va vraiment être sur le terrain, donner le travail aux équipes, à les vérifier. Alors ces équipes, 700, ça peut sembler beaucoup, mais je ne vous ai pas parlé, je ne vous ai pas fait le calcul tout à l'heure. Sur la totalité des aqueducs qui alimentent Rome, ça fait quand même un réseau de 500 km. Donc même 700 esclaves pour 500 km, c'est insuffisant. Donc on sait que ces esclaves servaient essentiellement à l'entretien et qu'en revanche, on faisait appel à des entreprises privées pour la partie construction. Et ensuite, ces entreprises devaient... là, il y avait une approbation de leurs travaux. Alors ces esclaves étaient utilisés en permanence pour des petits travaux de réfection, mais surtout pour l'entretien des canaux, le grattage du tartre, notamment, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, occupait beaucoup de l'activité, les petits travaux de réparation, bien évidemment, et puis toute la partie dont je n'ai pas parlé, ce sont les concessions. C'est-à-dire qu'une fois arrivé dans les châteaux d'eau pour aller délivrer dans des thermes, dans des demeures privées, il fallait prolonger les tuyaux, faire les raccords, les souder, les amener, attribuer la concession, faire payer une redevance. Et ça, c'était le rôle de cette cura aquarum. Donc il y avait un énorme travail autour de tout ça. Et effectivement, finalement, comment dire, c'était un point très très important. À Rome, on pourrait presque parler d'un ministère des eaux. On parle d'une intendance, mais c'est réellement quelque chose de très important, comme l'était l'approvisionnement en blé, finalement. Et pour terminer, est-ce que les pompiers romains avaient des citernes qui leur aient été réservées pour leur travail? L'aqueduc qui... Des citernes spécifiques? Des citernes, oui, spécifiques. Alors, je vais vous laisser parler, mais à mon sens, non. Les pompiers, apparemment, n'avaient pas utilisé le réseau ordinaire de fontaines pour faire leur propre réserve d'eau dans leur pompe. Merci. Il y a encore une question là, puis des questions par Internet. On va prendre tout de suite la vôtre. Jérôme, ce sera ici. Et puis on prend une question par Internet en attendant. Oui, une question, est-ce qu'il y avait un problème, mais comme par rapport aux animaux nuisibles qui pouvaient rentrer dans les aqueducs et s'y développer, est-ce qu'il y avait une lutte organisée? Tout à fait. En fait, la lutte organisée, elle est relativement simple. Il y avait des grilles. On l'a vu pour l'arrivée dans le réservoir de distribution, mais en amont aussi, il y avait des grilles. Et il faut bien aussi tout simplement savoir que ces aqueducs étaient couverts. Voilà, l'aqueduc, ça n'est pas un canal à ciel ouvert, c'est un canal couvert avec un toit en double pente pour l'évacuation des eaux. Et si vous avez regardé attentivement la photo avec la voûte sur l'Agno Novus, eh bien cette voûte était elle-même recouverte de plaques de travertin et l'intérieur lui-même était aussi recouvert d'un enduit étanche. Donc l'idée, c'est que sur la totalité du trajet, le minimum d'éléments extérieurs pouvait rentrer. Alors là où se posait la question, c'était dans les bassins de décantation en tout début d'aqueduc. Et là, il y avait un système de grille qui permettait de filtrer effectivement le maximum de saleté possible. On va prendre une dernière question. Je suis désolé, je sais qu'il y en avait d'autres encore, mais on va prendre une dernière question là, pour ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Une petite question par rapport aux matériaux de construction des tuyaux. Vous avez dit que c'était en plomb. Est-ce qu'ils se sont rendus compte que c'était dangereux pour la santé? Je peux deviner votre question. Tout à fait. Alors, l'utilisation du plomb, c'est quelque chose qui revient très, très régulièrement. Le plomb, en fait, n'est dangereux que dans certaines utilisations. C'est-à-dire qu'il faut un contact prolongé de l'eau avec le plomb et, en plus, un contact à l'air, une oxygénation, une oxydation
en fait. Or, les conditions dans lesquelles l'eau arrivait dans les tuyaux avec ces débits que j'ai évoqués, il n'y a pas de stagnation. Donc, on sait que les Romains souffraient du saturnisme, mais le saturnisme provoqué par le plomb ne venait pas des addictions d'eau. Il venait plutôt de la totalité des instruments qu'ils utilisaient notamment en cuisine dans leur vie quotidienne. Donc voilà, le plomb était beaucoup utilisé pour ce que je vous disais tout à l'heure. En revanche, Vitruve dit bien qu'il donne un mauvais goût à l'eau, mais ce mauvais goût n'a pas d'impact sur la santé. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Merci à vous tous, bonne soirée, bon retour chez vous, et puis j'espère vous retrouver pour la prochaine saison des Nocturnes qui débutera comme d'habitude en octobre. On vous indiquera le programme exact sur notre site internet et puis pour la liste de diffusion pour ceux qui sont inscrits. Voilà, bonne soirée à vous.